Madame, Monsieur, bonsoir. Laurent Wetzel, bonsoir. Bonsoir. Alors si l'histoire suit son cours, les cours d'histoire dans les collèges et les lycées sont de plus en plus bâclés, parfois abandonnés. La faute à qui? Laurent Wetzel, dans un livre Coup de poing, vous vous attaquez aux fossoyeurs de l'histoire géo. Vous faites appel, votre livre fait l'effet d'une bombe, et il est d'ailleurs intitulé « Ils ont tué l'histoire géo ». Alors, qui sont les assassins? Oui, les assassins, ce sont d'abord les dirigeants politiques, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale, qui nomment les principaux fonctionnaires du ministère chargés de préparer et d'appliquer leurs décisions, notamment en ce qui concerne les programmes. Et ces dirigeants politiques, c'était récemment Nicolas Sarkozy, François Fillon, Xavier Darcos et Luc Châtel. Voilà, parce que là, on va parler du président de la République et de ce qui se passe, mais on va préciser tout de suite que ça vise, au moment où vous rédigez votre ouvrage, ça vise le président de la République, Nicolas Sarkozy, pas le président Hollande. Oui, d'autant que M. Hollande et M. Peillon nous laissent attendre une bonne décision. Ce serait le rétablissement de l'histoire et de la géographie comme discipline obligatoire en terminale scientifique. Enfin, encore faut-il qu'ils tiennent leurs engagements et encore faut-il que les nouveaux programmes soient convenables. Oui, donc de difficultés a priori quand même difficiles quand on voit les engagements de François Hollande ne sont pas véritablement tenus. Oui, parce qu'ils conservent les mêmes hauts fonctionnaires. Un seul recteur sur 30 a été changé cet été. Les mêmes inspecteurs généraux sont toujours en place, les directeurs de l'administration aussi, même si l'un d'entre eux est en train de chercher à obtenir la succession de Richard Descoings à la direction de Sciences Po de Paris. Alors, Laurent Wetzel, on vous connaît, vous avez été le bouillant maire de Sartrouville, médiatique maire de Sartrouville, vous avez été un prof d'histoire-géographie, vous avez été un ponte, puisque vous avez été inspecteur d'académie. Est-ce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de régler vos comptes, tout simplement ? Je vois pas pourquoi je réglerais mes comptes et avec qui dans cette affaire. Parce que vous avez fait partie de ces pontes que vous dénoncez dans votre ouvrage. Non. Alors nous sommes entre les deux, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y en a, ils commettent des fautes et quand même on continue à les sanctionner. Ce sont les élèves. Les professeurs, les chefs d'établissement peuvent également être sanctionnés. Moi-même, je peux l'être. Je suis passible d'un conseil de discipline. En revanche, alors, les vrais coupables, et nous allons sûrement en parler, les recteurs, les inspecteurs généraux, les directeurs du ministère, eux, ils sont intouchables. Aucun conseil de discipline n'est prévu pour eux. Voilà. Il n'y a jamais de sanction. Voilà. Donc je ne règle pas de compte. J'ai pris ma retraite à 61 ans parce que 60 ans, c'est l'âge auquel les maladies commencent à survenir et il vaut mieux à ce moment-là profiter un peu de la vie. Je n'en ai pas vraiment profité depuis un an parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce livre. Il m'a demandé un grand travail. J'ai 30 kilos de documentation à la maison, plus tous les livres que je suis allé consulter, en particulier sur Voltaire. Alors comment, en fait, comment le maire de Sartrouville, que vous fûtes, brillant, polémiste, suscitant la controverse, mais la provoquant aussi un peu, on se rappelle de l'affaire Marcel Paul. Oui, alors je n'étais pas encore maire de Sartrouville, je n'étais que conseiller municipal d'opposition, et j'ai rappelé à propos du rôle de Marcel Paul dans le camp de concentration de Buchenwald des faits de notoriété historique. Tout le monde le savait, Marcel Paul l'avait reconnu. Ah, Marcel Paul, c'est une icône communiste. Hein, voilà, c'était une icône communiste. Ils ont tenté de le défendre et puis il y a eu 2 procès. J'ai gagné les 2 procès. Les communistes n'ont pas interjeté appel. C'est vrai. Pourquoi Marcel Paul? Parce que c'était lié à Sartrouville. Oui, parce qu'on baptisait une rue Marcel Paul à Sartrouville, sans d'ailleurs avoir fait voter le conseil municipal, ce qui était illégal. Alors, ça m'amuse parce que je dénonçais aussi son rôle dans la création de l'EDF et du 1% du chiffre d'affaires voté au comité d'entreprise et donc finalement pour la CGT, le Parti communiste, la fête de l'humanité. C'est une affaire qui traîne depuis 1946 que tout le monde dénonçait. Eh bien, elle va venir en correctionnel. Vous l'avez peut-être vu hier ou avant-hier dans la presse quotidienne. La CGT est poursuivie au pénal dans cette affaire. C'est vieux, c'est Marcel Paul qui a créé ça. Donc l'affaire Marcel Paul, et puis c'est vrai que... Elle continue. Bon, vous avez suscité la controverse. Et votre ouvrage, c'est un ouvrage aussi un peu polémique.
Oui, alors c'est toujours pareil. Je ne fais que dire des choses évidentes. Quand j'avais débaptisé les rues à Sartrouville, j'avais remplacé les noms de staliniens bien connus par des patriotes bien connus qui pouvaient être des socialistes et tout cela. Et on est tombé sur moi aussi. C'était quelques jours avant la chute du mur de Berlin. Ah, depuis, alors là, personne n'a rien à redire. C'est vrai, j'avais changé la rue Ho Chi Minh par la rue du Maréchal de Tassigny. Scandale. Ah oui, scandale. Vous pensez, j'avais eu droit à une grande manifestation communiste contre moi parce que Ho Chi Minh était un libérateur du peuple vietnamien. Et ainsi de suite. J'ai remplacé Marcel Paul par Dessiendorf, Marx par Tocqueville, Lénine par De Gaulle. Un vaillant couturier par Pierre Brossolette, enfin même, alors les socialistes étaient très gênés, ils ne votaient ni pour ni contre, ils s'abstenaient pas, ils sortaient de la pièce. Et aujourd'hui à Sartrouville, ces noms de rue sont restés? Ah oui, mon successeur, dont je connais d'ailleurs pas le nom, personne ne le connaît, hein. Vous connaissez? Non. Nous ne savons pas où est Sartrouville. Non. Il a pris ma place à partir d'un coup de force qui a eu lieu dans la nuit d'un 18 juin, alors même que c'était le deuxième jour du scrutin. Il y a eu là une atteinte aux droits de l'homme sans précédent dans l'histoire de notre démocratie depuis 200 ans. Et alors, on ne reviendra pas là-dessus. Hein. Non, mais c'est pour la petite histoire, il faut aussi le rappeler aussi. De minimis hominibus non praetor non curat. Hein. Voilà, et puis de rappeler surtout, et c'est important, que quand on s'attaque au Parti communiste, quand on s'attaque aux icônes communistes, bien évidemment, on est passible des pires infamies et des pires déboires. C'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. La ligne rouge, puisqu'actuellement, pour ce livre, il y a des professeurs pétitionnaires de l'Académie de Versailles, dont une agrégée d'histoire que j'avais entreaperçue une fois, qui était très insolente, qui a titré à partir du dossier établi par Jean Sévilla dans le Figaro Magazine, qu'une vague brune sombrait sur l'histoire de France. Nous voilà donc, Sévilla, moi et quelques autres, à nouveau affublés d'une chemise brune. Je dois dire qu'en particulier, les Juifs d'Allemagne auraient bien aimé rencontrer des gens comme nous. Oui, exactement. D'autant plus que le travail que vous relatez du Figaro Magazine, du 24 et du 25 août dernier, intitulé « Qui veut casser l'histoire de France » par Jean Sévilla, et dans lequel vous avez une large place, fait, une relation très, très sérieuse des programmes inadaptés, des heures de cours en baisse, des partis pris idéologiques, et s'appuie sur des documents comme l'ensemble de votre ouvrage. Parce que ce qui est quand même important, c'est que c'est un ouvrage de 150 pages, et il a la force d'un coup de poing parce que les lignes, tous les mots sont vérifiés. Ah oui, tout est vérifié, inattaquable, et il est fondé sur des documents officiels, sur des textes parus au journal officiel de République française, au bulletin officiel de l'éducation nationale, sur les documents distribués par les rectorats, par les inspecteurs généraux, et sur vous verrez. On va en parler dans quelques instants, directement entrer dans l'ouvrage, mais enfin vous mettez en cause quand même beaucoup de monde, et vous me disiez hors antenne que pour l'instant il n'y avait aucune réponse des coupables, si j'ose dire. Non, pourtant, le grand silence. Sans que je le souhaite, en tout cas sans que j'intervienne auprès de qui que ce soit, il y a des articles favorables dans la presse de province. Je pense qu'immédiatement le recteur concerné envoie ça au ministère. Non, ils sont aux abonnés absents, ils n'exercent même pas le droit de réponse. Voilà, quand c'est dans le Figaro Magazine, quand c'est sur France Inter, France Culture, sur des radios, les grandes... Oui, j'ai cité par exemple Laurent Wirth, le doyen de l'inspection générale d'histoire-géographie, il est dans tous mes textes, il est dans le livre, et il est dans le Figaro Magazine. Réponds pas. Ouais. L'éducation nationale, c'est aussi la grande muette. Oui, et ils souhaitent passer entre les gouttes, vous voyez. Ils se disent finalement qu'on avait beaucoup parlé de Jean-Luc Delarue et puis que le lendemain on n'en parle plus puisqu'il y a la mort de Neil Armstrong. Mais dans mon cas, j'espère qu'on en parlera quand même un peu plus longtemps parce que c'est très important l'histoire. On va en parler. Et la géographie. On va en parler tout de suite. Mais Nathalie est arrivée. Vous étiez en retard. C'est votre rentrée. On n'arrive pas en retard le jour de la rentrée. De vacances, Martial. Moi, c'est Martial, tout simplement. On se connaît depuis longtemps. Hein. Bon, mais nous sommes toujours sur Radio Courtoisie. Eh ben, sur Radio Courtoisie, à l'écoute de Laurent Wetzel. Et nous accueillons Laurent Wetzel. Laurent Wetzel qui vient de publier aux éditions François Bourin, éditeur. Ils ont tué l'histoire géo. Un ouvrage déjà épuisé. Oui, déjà épuisé. Je n'en reviens pas. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle parce que pendant quelques jours, on ne le trouve plus vraiment dans les librairies où il a été trop acheté.
Mais alors, il intéresse les journalistes et je n'en reviens pas. Et moi, je dois te dire, hein, vous avez eu la gentillesse de me l'apporter quasiment le jour de sa sortie. Hein. Oui, on en parlait depuis longtemps ensemble. Moi, je veux dire, c'est un bouquin passionnant parce que les bras vous en tombent. Les bras vous en tombent. On va prendre des exemples parce que il faut rentrer dans ces parties incroyables où on se dit quand même que au-delà des faits, il y a des choses qui sont étourdissantes. Exemple, l'agrégation d'histoire en 2011. L'agrégation externe d'histoire est essentiellement présentée par des étudiants et passe pour très difficile. En 2011, il y a eu 70 admis pour 1654 candidats, dites-vous, inscrits. Dans le rapport du concours de l'agrégation d'histoire, session 2010, M. Cassan, président du jury, avait appelé dans ces termes les exigences du concours. L'agrégation doit demeurer un concours national de très haut niveau, etc., etc. Et pourtant, en 2011... en 2011, cette année-là, M. Cassan étant le président et M. Yves Poncelet étant le vice-président, inspecteur général de l'éducation nationale, c'est la tradition, le président est un universitaire, le vice-président un inspecteur général, on a donné à commenter en histoire médiévale un texte d'histoire contemporaine. C'est-à-dire qu'on a donné à commenter un texte prétendument écrit par un témoin du Concile de Constance. Il n'y a pas eu le moindre témoin. Donc février 1415. Hein. Oui, alors le Concile de Constance, c'est février 1415. Et l'authenticité du document n'a pas été vérifiée. En réalité, il avait été écrit par le chanoine Palémon Glorieux en 1964. Et il a fallu que les candidats commandent ce texte, qui n'avait vraiment pas l'air d'un texte de l'époque. Il était d'ailleurs trop bien écrit. Il n'avait pas l'air du tout d'une traduction de latin. Oui, parce que c'est ça. Il est présenté quand même aux étudiants en français. En français du XXe siècle. On croirait un texte du Concile Vatican II, mais on n'indique pas l'identité du traducteur. Bon. Dès le lendemain, ou peut-être même sur le champ, les meilleurs candidats ont dû se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce texte-là » dont on n'a d'ailleurs jamais entendu parler. Alors le lendemain, les candidats, les universitaires, tous se sont dit « mais c'est un faux », mais le ministère a mis plusieurs semaines à réagir, à se prononcer. Il a fallu que ce soit le journal Libération qui titre à l'agrégation d'histoire un faux à commenter pour qu'enfin M. Châtel donne un communiqué, et son communiqué est extraordinaire. Si le ministère reconnaît que cette pratique est peu conforme aux usages scientifiques et comprend tout à fait que cette situation puisse faire réagir ceux qui enseignent et aiment l'histoire, il apparaît qu'en l'espèce, l'égalité de traitement a été maintenue entre tous les candidats et que les preuves n'étaient pas hors programme, etc. Faut dire que Luc Châtel était habitué à faire évaluer des vendeurs de déodorants. Sa spécialité n'était pas spécialement l'histoire médiévale. Alors, et la rigueur en histoire. Bon, Luc Châtel fait un petit mea culpa, et puis bien évidemment, on sanctionne forcément les... Voilà, c'est ce qu'on pourrait croire. Finalement, on a sanctionné uniquement, sans d'ailleurs vraiment les sanctionner. On a demandé aux deux braves jeunes profs qui avaient proposé ce texte, qui étaient spécialistes d'histoire médiévale, de démissionner du jury. Mais le président et le vice-président du concours ont été maintenus à leur poste pour l'année suivante, pour 2012, en particulier Yves Poncelet, inspecteur général de l'éducation nationale. Ils ont été nommés ensemble, il faut bien le dire, par le secrétaire général du ministère, Jean Marimbert. Jean Marimbert qui était le patron de l'AFSAPS quelques mois auparavant, c'est-à-dire de l'organisme qui avait autorisé le Mediator. J'ai moi-même, malheureusement, dû consommer du Mediator, j'ai eu très peur. Je me suis dit, bon, Jean Marimbert revient au Conseil d'État, c'est pas dramatique pour lui, mais Jean Marimbert tenait à retrouver un gros poste et on l'a nommé secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Il l'est toujours. Voilà, c'est un des plus hauts postes du ministère. Oui, c'est le poste 2 ou 3 du ministère. Hein. Voilà. Donc voilà comment on sanctionne. Allez, on prend un autre exemple parce que mais ça en fourmille. Mais alors parce que le second exemple, c'est un inédit. De ma part. Alors, j'ai découvert en rédigeant le livre. Et celui-là, moi, je dois dire, il me tient à cœur.
il y a plus de 25% des lycéens qui sont scolarisés dans les lycées professionnels. En seconde, en première et en terminale, leur emploi du temps comporte de l'histoire, de la géographie et de l'éducation civique. Les professeurs qui leur enseignent ces disciplines, ainsi que le français, sont recrutés pour le public comme pour le privé sous contrat par un concours d'accès au corps des professeurs de lycées professionnels qu'on appelle le CAPLP, alors que le CAP, je ne sais pas comment dit. Oui, vous savez, il y a le CAPES, le CAPET, il y a des sigles à n'en plus pouvoir, là c'est le CAPLP. Je fais une petite incidente, mais les professeurs de lycées professionnels sont recrutés différemment que des professeurs d'histoire dans les lycées. Et oui, puisqu'on leur fait enseigner histoire, géographie et français, il y a dans le concours de recrutement des épreuves des 3 disciplines. Alors que pour les autres établissements, histoire-géographie d'un côté, lettres de l'autre. Bon, donc là, ton acte. La présidente de ce concours était, pour la session 2011, donc là c'est vraiment très récent, Guylaine Desbuissons. Et là, bien évidemment, elle va présenter aux candidats qui veulent devenir professeurs, on est bien d'accord, un document pour qu'il soit analysé par eux. Et en 2011... Et elle insiste bien que ce document doit être appréhendé par les candidats, c'est ce qu'elle écrit dans son rapport, selon une démarche critique rigoureuse et appuyée sur des connaissances solides. Rigoureuse, appuyée sur des connaissances solides. Eh ben on y va, puisqu'on va présenter comme document, vous m'arrêtez si je me trompe, un document intitulé « Philippe Pétain, discours, un extrait du 11 octobre 1940 » où le maréchal Pétain expose les raisons pour lesquelles il va instaurer un ordre nouveau dans le cadre d'une collaboration franco-allemande. La difficulté commence un peu plus tard. Oui, car ce que je vais vous lire est contenu, comme ce que je vous ai lu il y a 10 secondes, dans le rapport du concours. On le trouve sur Internet, c'est un document officiel du ministère de l'Éducation nationale. Il a été publié dans la revue de l'Association des professeurs d'histoire-géographie, historiens et géographes, au début de cette année. Il est considéré comme un corrigé. Et les professeurs d'histoire-géographie qui en prennent connaissance peuvent considérer que là, ils vont aussi apprendre certaines choses. Eh bien, il est écrit par Madame Desbuissons, ce discours a été écrit par Charles Maurras, connu pour son antirépublicanisme, mais on n'exigeait pas des candidats qu'ils le sachent. Puis une petite note sur l'antirépublicanisme de Charles Maurras, la divine surprise, la gueuse, il condamnait le régime républicain et démocratique en général. Seulement, figurez-vous, heureusement qu'on n'exigeait pas des candidats qu'ils le sachent, car dans tous les livres sur le régime de Vichy, Henri Michel, Paxton, bien sûr la grande histoire de Robert Aron et de Georgette Helger, on explique en long et en large qu'il a été rédigé en réalité par Gaston Bergerie, ancien directeur du cabinet d'Édouard Herriot au Quai d'Orsay en 24-25, pendant la victoire du cartel des gauches, ancien député radical de Seine-et-Oise. Gaston Bergerie, en revanche, Charles Maurras n'a jamais été le nègre du maréchal Pétain. Il n'a vu que 4 fois le maréchal Pétain à Vichy. Voilà, c'était pas... Et en plus, il a critiqué vertement le projet de constitution du maréchal Pétain en novembre 43, même, novembre 43, celui-là, que les Allemands, dont les Allemands ont empêché la promulgation. Et dans ce projet, le maréchal Pétain souhaitait le rétablissement de la République, c'est très peu connu. Il parle en long et en large du président de la République et il préconisait aussi le suffrage universel étendu aux femmes. Évidemment, tout ça va contre ce que dit Madame Desbuissons, qui dit que Maurras était contre la République démocratique. Enfin, elle mélange tout. Figurez-vous qu'elle a fait un travail de recherche sur Maurice Bardèche, tout de même le beau-frère de Robert Brasillac. Donc, a priori, elle connaît pas mal cette histoire-là. On a eu la réaction de Madame Desbuissons à la publication de notre... Alors là, il n'y a toujours rien, alors que déjà, dans mon livre et ailleurs, je réclame, je dis qu'il ne faut plus qu'elle appartienne à un jury de recrutement. Je souhaite même qu'elle prenne sa retraite. Parce que, plus tard, elle veut expliquer alors elle fait une faute énorme. Elle explique plus tard, c'est la deuxième très grave faute, que la collaboration avec l'Allemagne est aussi idéologique, marquée par l'antisémitisme que Vichy fait sien dès le 3 octobre avec la loi portant statut des Juifs, ça c'est exact, et la création d'un commissariat aux questions juives qui échoua à Xavier Vallat, et ce avant même que la collaboration ne soit scellée par la poignée de main de Montoire que ce discours prépare.
La poignée de main de Montoire est du 24 octobre 1940. Elle prétend donc que le commissariat général aux questions juives, elle oublie de mettre général, a été créé entre le 3 octobre et le 24 octobre 40. Et que c'est Xavier Vallat qui s'en est occupé. Ah non, Xavier Vallat, il est resté secrétaire général des anciens combattants jusqu'en mars 41, et il est devenu effectivement le commissaire général aux questions juives fin mars 41. Au moment où a été créé ce commissariat général. Donc c'est une énorme erreur. C'est une erreur de 6 mois, faut pas non plus exagérer. Oui, mais alors au moment où on ne parle que de chronologie et tout ça, non, c'est vrai, je pense que c'est les comme élèves. vous dites, c'est une erreur de 6 mois, mais du même coup... C'est bien parce que les candidats pouvaient dire que la Seconde Guerre mondiale avait commencé entre 33 et 39. Ils Par avaient droit à exemple, 6 ans de... mais alors du coup, elle a oublié des choses importantes. Elle a oublié la loi du 4 octobre 40 sur les ressortissants étrangers de race juive qui pourront être internés dans des camps spéciaux ou se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de la résidence, et la loi du 7 octobre qui porte abrogation du décret Crémieux et qui assurait le statut des juifs indigènes des départements d'Algérie. Je peux vous dire que dans le cadre du devoir de mémoire, expression d'ailleurs je n'ai jamais compris, pour moi avoir de la mémoire c'est, vous voyez ce que ça veut dire, le devoir de mémoire c'est une expression baroque qui n'existait pas quand je faisais des études. Bon, vous voyez ce que je veux dire quand ils disent ça, ah bah là les pauvres juifs, on oublie des choses importantes, hein, les ressortissants étrangers de la juifs dans des camps spéciaux, Madame Desbuissons, ça lui fait ni chaud ni froid. Ouais, elle sait pas. Non. Elle sait pas. Vous auriez dû lui dire. Oui, mais vous savez, quand les inspecteurs généraux nous réunissent, nous, les pauvres inspecteurs régionaux, nous sommes de la piétaille, sauf ceux qui, évidemment, prennent la parole pour les flatter, et cela se termine par un ruban pour eux Dans cette, sur la boutonnière. Il y a des erreurs, bien évidemment, qui sont impardonnables de la part de quelqu'un qui professe l'histoire et qui la soumet à des gens qui postulent au rang de professeur. Et puis il y a aussi une erreur, je veux dire, importante, c'est que quand on dit que c'est Bergerie et pas Maurras, c'est que ça a une importance pour l'histoire, parce que Bergerie n'écrit pas ce discours-là à n'importe quel moment, et il ne le fait pas initialement, si j'ai bien compris, à la demande du maréchal. Ah non, non. Il était amer, Bergerie, comme je l'explique dans le livre, c'est Robert Aron qui raconte ça, parce que finalement, il voulait se rapprocher du maréchal Pétain, et le maréchal Pétain n'avait pas fait attention aux papiers que Bergerie lui envoyait. Et puis un jour, je crois que c'est Dumoulin de la Bartette qui lui dit regardez ça avec attention, c'est très intéressant. Et alors là, le maréchal Pétain est emballé, mais enfin le discours est réécrit, enfin... Car le maréchal Pétain n'aimait pas, je crois, qu'il y ait trop d'adjectifs et d'adverbes. Enfin, il était assez maniaque pour le style. Mais enfin, je raconte ça dans le livre. Et puis le maréchal Pierre Delobier. Pétain n'aimait pas écrire. Oui, c'est Il ça. avait toujours besoin de plumes. Il était regardant sur le résultat, mais il n'était pas... Non, il avait voulu... Il n'avait pas une vocation d'écrivain du tout. Et il avait voulu négrifier le commandant de Gaulle, Voilà. qui, vous le rappelez, a repris son manuscrit à un moment et l'a signé sous son nom. Exactement. Dans l'entre-deux-guerres. Et à ce moment-là, ils se sont fâchés l'un avec l'autre. Mais il a eu de nombreux nègres. Oui. Bah, Emmanuel Berle, Emmanuel Berle. en juin 40, avec les belles formules que tout le monde se rappelle. Et Emmanuel Berle était un ami d'enfance de Gaston Bergerie. Mais enfin, là, je suis en train de faire un cours, ça dépasse largement le niveau de nos inspecteurs généraux. Hein. Voilà, sauf que Guylaine va avoir quelques difficultés à suivre, mais elle a été sanctionnée. Ah non. Ah mince. Non, mais alors à l'époque, ils ne savaient pas, quand ils l'ont nommé à nouveau, Monsieur Marimbert, le spécialiste du Mediator. Mais maintenant que j'ai fait savoir ça au ministère, parce que le livre a été lu au ministère, j'aimerais que Monsieur Payon prenne la mesure. Puis Jean Marimbert, il faudra quand même que décemment il retourne au Conseil d'État. C'est pas si mal le Conseil d'État. C'est vrai qu'on n'a pas, comme au ministère, une voiture de fonction, les ors autour de soi. Bon, c'est pas mal les grands salons du Conseil d'État. Vous savez qu'ils n'ont même pas un bureau individuel. Ouais, c'est pour ça qu'il... Ils n'y restent pas longtemps et malheureusement tous ces gens-là ne font pas cette droit maintenant. Nathalie. Radio Courtoisie, le libre journal de Marcel Ville. Nous recevons Laurent Wetzel pour son ouvrage « Ils ont tué l'histoire géo ». Et alors, je viens de vérifier, parce que vous nous avez dit qu'il était épuisé, qu'il en reste 3 sur Amazon.
à commander. Ça, c'est Donc, une bonne précipitez-vous, nouvelle. les auditeurs. Voilà. Il en Merci. reste encore 3 à commander sur Amazon. Voilà, mais et puis je crois qu'il ressort demain ou après-demain. Hein, Oui, c'est ça. Ah, il oui, avait oui. été, d'accord. Oui, oui. Et je Bon, le bah, très dédicacerai du coup Et parce vous le qu'il a été dédicacez. imprimé en urgence. Exactement, vous le Le 15 dédicacerez septembre. le 15 septembre, Nathalie. Le 15 septembre à la librairie Notre-Dame de France, 21 rue Monge, de 15h à 18h. Très bien votre bronzage. Hein. Merci Martial, mais le vous en vote prie. est pas mal non plus. Oui, je sais, mais, Hein mais je On sais. se fait concurrence. Eh oui, beaucoup d'efforts. Alors. Ça s'en va oui, vite, Laurent. hein. Excusez. Ah oui, c'est comme ça. C'est l'émission. Il y a des gens qui aiment, puis il y a des gens qui vont écrire en disant arrêtez de faire les zozos. Donnez-nous d'autres exemples. D'autres exemples. Vous voyez, on me ramène quand même à d'autres exemples, des programmes et des outils pédagogiques truffés d'erreurs et de lacunes. Alors là, il y a quand même un chapelet assez remarquable. Allez, 1945, droit de vote des femmes. Oui, dans le programme du primaire, on donne quelques dates, peu nombreuses. C'était à l'époque signé par Jean-Louis Nambrini, qui maintenant est recteur de Bordeaux, pour Xavier Darcos, qui visiblement n'a pas relu, moi, ou il ne savait pas. Je trouve qu'on devrait faire attention pour les programmes du primaire. Eh bien, le droit de vote pour les femmes, c'est écrit 1945. Eh bien non, c'est en vertu d'une ordonnance du 21 avril 1944, signée à Alger par le général de Gaulle et le Comité français de la libération nationale. En cinquième, il y a l'humanisme maintenant et les réformes. Autrefois, il y avait toujours à côté, je veux dire, il y a aujourd'hui, excusez-moi, la Renaissance et les réformes. Autrefois, il y avait toujours la Renaissance et l'humanisme, les humanistes. L'humanisme a disparu, Erasme, Thomas More et tant d'autres passent à la trappe. Jusque-là, il y avait 2 révolutions russes en 1917. Oui. Maintenant, pour le programme de 3e, il n'y en a plus qu'une, celle d'octobre. Il y en a quand même une en février-mars, qui a renversé le tsar. Oui. Bon. Le mot Shoah. Alors là, le ministère de l'Éducation nationale, il y a un blocage total. Ils ne veulent inscrire ce nom ni dans les programmes du primaire, ni dans les programmes de 3e, ni dans les programmes de première. Bon. Alors, comment l'ancien doyen de l'inspection générale, Dominique Borne, le justifie-t-il dans Le Monde du 17 septembre 2011 ? Voilà, comment ignorer, je le cite, que les mémoires de la Shoah, vous voyez les mémoires de, je ne sais pas ce que ça veut dire, croisent et parfois heurtent d'autres mémoires, et en particulier les mémoires de la colonisation et des immigrations. Ramené au même niveau. C'est ramené au même niveau. Pas de la révision. Le massacre systématique des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis les immigrations. Moi, je vois nos immigrés dans la rue. Non, j'ai pas l'impression qu'on les massacre. Voilà. Oui, non, c'est inimaginable. Mon Dieu. Oui. Voilà la justification des plus hautes autorités du ministère. C'est assez curieux d'ailleurs, comme argument de toute manière. Oui. Je dois même dire, je trouve ça honteux. Oui, non, mais c'est Et bien évidemment, ça nous place en matière de colonisation et d'immigration, ça nous place, nous les Français et tant d'autres, les Européens, comme étant à l'heure actuelle par rapport aux immigrés. Mais moi, je pense que c'est un langage codé. Il veut dire qu'on ne dit pas Shoah pour pas déplaire aux élèves d'origine musulmane, non ? Alors c'est possible aussi, puisque vous savez que le grand chef iranien actuellement a horreur de ce mot-là aussi. Hein. Je crois que c'est pour pas mettre les profs en danger. Je fais une incidente rapide, mais il est vrai, pour confirmer ce que dit Pierre Delaubier, que quand j'étais à la région Île-de-France, je voyais passer des dossiers sur l'information sur la Shoah, qui sont toute une série de manifestations organisées par la région pour faire mieux connaître cela aux lycéens. Et on avait relevé, c'était avec Jean-Yves Le Gallou, je me rappelle très très bien, une phrase indiquant que certaines manifestations, comme les films qu'on passe de Lanzmann, etc., dans les lycées, étaient accueillis par des cris, des sifflets, des huées et des moqueries. Hein, voilà, donc fin de l'incident, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais juste pour dire. Et un inspecteur général. Ceci correspond, à mon avis, à une forme de prévention. On n'ose pas parce qu'on a peur des réactions et on a peur que ça chauffe quand on fait la page de cette page d'histoire. On a peur dans certains lycées que ça suscite des réactions très négatives et très moqueuses. Voilà, et un inspecteur général, Olivier Pétré-Grenouillot, a inspecté une brave professeure certifiée de Nancy, au lycée Henri Loritz, au printemps 2010, et il a demandé des sanctions contre elle, notamment parce qu'elle mentionnait trop souvent le mot Shoah.
Moi, je pense que c'est cela, parce que je vois pas d'autres raisons. On peut pas comprendre. Du révisionnisme. Le problème, c'est le mot Shoah ou c'est l'évocation? D'accord. Non, c'est le mot. On apprend ça, mais on dit pas le mot. Non, on peut dire génocide, on a vraiment le extermination, sentiment etc. que- Mais le mot est interdit, car avait dit Monsieur Borne, c'est un mot étranger. Bon, la politique Non, mais là, française. je reprends exactement ce que j'ai lu dans Le Monde du 31 août 2011 et du 17 septembre 2011. Tout est vérifié, survérifié. Hein. Voilà. Et bien évidemment, il faut lire l'ouvrage pour avoir tous les éléments sur quelque chose qui nous apparaît, nous, comme étant pour le moins surprenant. Mais on parle quand même beaucoup d'immigration maintenant dans les ouvrages. Toute l'immigration dans les années 30 est quand même bien Alors, évoquée. sur la politique d'immigration dans les années 30, alors là, c'est extraordinaire. Je lis les 5 lignes qui se trouvent dans les aides ressources pour les professeurs. C'est officiel. Les aides ressources, c'est quoi? Ce sont des textes qu'on trouve sur Internet, publiés par le ministère et très exactement par le directeur général de l'enseignement scolaire Jean-Michel Blanquer, qui postule à la succession de Richard Descoings, et par l'inspection générale d'histoire-géographie avec le fameux Laurent Wirth. Et je lis. L'hostilité aux étrangers dans les années 30 est liée à un antisémitisme que l'on retrouve dans les années 30 avec le développement d'un climat de rejet de l'étranger, expulsion de Polonais, décret d'Aladi en 1937, loi d'exclusion du régime de Vichy. Premièrement, les lois d'exclusion du régime de Vichy ne peuvent dater des années 30, puisque le régime de Vichy a débuté le 10 juillet 1940. Oui, je suis en train de corriger la copie. Hein. Oui. Je suis le vieux prof ou l'inspecteur Tatillon. Une seule erreur, c'est pas... Non. En 1937, je connais pas les fameux décrets d'Aladier antisémites ou xénophobes. Édouard Daladier était ministre de la Défense nationale et de la guerre pendant toute l'année 37 et il n'a jamais publié le moindre décret antisémite ou xénophobe. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a eu comme décret connu quand il est revenu au pouvoir? Voilà, il redevient président du Conseil et en 1939, figurez-vous qu'il y a un décret qui s'appelle le décret Marchandeau, du nom d'un ministre de la Justice, et c'est le premier décret-loi en France qui punit sévèrement la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant par leur origine à une race ou une religion déterminée ayant pour but d'exciter à la haine entre citoyens ou habitants, ce qui a permis de sanctionner 2 fois Darquier de Pellepoix, qui était à l'époque président du Rassemblement anti-juif de France et qui deviendra commissaire général aux questions juives de 42 à 44. Et ben voilà que le malheureux de la Daladier est accusé d'antisémitisme et de xénophobie. Ah, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une loi. Non, je ne sais pas si on peut la... En tout cas, elle n'était pas antisémite. Mais c'est une loi elle est très importante, elle n'est jamais mentionnée, du 10 août 1932, qui a été promulguée sous un gouvernement de cartel des gauches Herriot, qui avait été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, et qui était destinée à protéger l'emploi de la main-d'œuvre nationale par rapport à la main-d'œuvre étrangère, de quelque nationalité qu'elle fût, et non par rapport aux seuls Polonais, comme il est dit dans le texte. Elle frappait des Polonais, des Belges, des Italiens. Il y eut des centaines de décrets d'application pour cette loi de priorité nationale, de préférence nationale en matière d'emploi. Elle était d'ailleurs approuvée à l'époque par Pierre Mendès France, par Roger Salingro. Tout ça, il y a toutes les références dans mon livre, bien entendu. Et le gouvernement Blum a appliqué l'ensemble des décrets de cette loi. Et effectivement, les Polonais ont été frappés. Et je cite un très beau texte de Saint-Exupéry à la fin de Terre des Hommes sur ces départs de malheureux Polonais. Mais vous voyez, c'était une politique approuvée de l'extrême droite à l'extrême gauche en France et qui n'avait rien à voir avec l'antisémitisme, de la xénophobie. C'est plus compliqué que ça. Il s'agissait de protéger la main-d'œuvre nationale. Enfin, dans les années 30, la France a été une terre d'asile pour les Juifs, en particulier pour ceux qui étaient persécutés dans l'Allemagne nazie, puis dans l'Autriche et la Tchécoslovaquie annexée par le Troisième Reich, des Juifs de Pologne également. La population juive installée en France passa d'environ 200 000 en 1930 à 300 000 en 1939. Alors, je ne sais pas si dans tout ça, moi, vous savez, l'histoire, je ne juge pas. Il faut dire, il y a beaucoup de gens qui disent on doit être fier de notre histoire, etc. J'aime pas non plus qu'on raconte que dans les années 30, nous avons eu une politique antisémite. Les Juifs n'étaient pas mécontents de trouver en France une terre d'asile.
Excusez-moi, je fais un cours et... Mais on vous écoute. On faisait passer un oral et maintenant on est en train d'écouter le professeur. Quand je faisais de la politique, on me reprochait d'être trop prof, ben vous voyez. Maintenant que vous êtes prof, vous avez le droit de le faire. Mais les politiques, ils s'en sortent pas mieux finalement. Ah bah les politiques, c'est effrayant. Alors là, bon... Je vais très vite. Nicolas, diplômé ou pas, hein, Nicolas Sarkozy a quelques diplômes, même s'il a échoué au diplôme de Sciences Po. Mais lui, s'inspirant d'une émission télévisée, je donne toutes les références, il pense que l'Italie et l'Allemagne étaient déjà des États-nations au XVIe siècle. Bon, il y avait près de 500 États en Allemagne. Il aurait dû téléphoner à Guénaud. Oui. Guénaud vient d'écrire dans l'Express il y a 3 jours, en se référant aux gaullistes pour la 1000e fois, que le général de Gaulle avait créé le RPF en 1946. Ah non, pas de chance, en 1947. Ah, on dirait que c'est qu'à une année près. Mais enfin, il passe pour le grand intellectuel du régime. Hein. Bon, Nadine Morano, on lui dit un jour... C'est pas la grande intellectuelle du régime. Bon. Alors, Madame Morano, elle a quand même bac plus 4. Alors on lui dit, vous êtes en train de commencer un débat sur l'identité nationale à Charmes. Oui, vous ne connaissez pas bien Charmes, c'est une bourgade des Vosges. La ville natale de Barrès. Et voilà, où est né Maurice Barrès, n'est-ce pas scandaleux? Alors Nadine Morano répond, non alors. L'édit de Nantes, elle répond ça à Vosges Matin, interview écrite. L'édit de Nantes a été signé à Versailles. Alors je me suis dit, elle doit encore que Nantes est un monsieur, etc. Je suis allé dans le dictionnaire. Non, l'édit de Nantes a bien été signé à Nantes. Elle dit, l'édit de Nantes a créé la guerre entre catholiques et protestants. Ah, je me rappelais de l'école primaire, c'est toujours au programme du primaire, l'édit de Nantes, c'est un édit de tolérance. Donc, est-ce que c'est pour autant que j'ai pas le droit de me rendre à Versailles? Le raisonnement, le syllogisme, je sais pas quoi, Nadine Morano. François Bayrou, il écrit un livre pour devenir ministre de l'Éducation nationale, La décennie des mal appris, A2PRIS. Alors il dit, j'imagine un cours d'histoire, il aurait mieux fait de se lancer dans un cours de lettres, sur la France à la fin de l'Ancien Régime. Et dans les années 1780, j'aurais analysé avec les élèves les rapports entre le roi, le gouvernement et le Parlement. Le Parlement, il se croit au Royaume-Uni. Non, il y avait 13 parlements en France à l'époque, c'est des cours de justice. Bon, Cécile Duflot, dans le cadre d'une démonstration, elle a expliqué, Cécile Duflot, que nous n'étions pas menacés par les radiations de Fukushima, parce que les vents ne seraient pas porteurs, le Japon se trouvant dans l'hémisphère sud. Puis j'en prends un dernier, qui est cher à Henri de Lesquen, c'est François de Mazières, le maire de Versailles, qui est devenu député-maire. UMP, lui, il a fait Sciences Po, l'ENA. Dans le magazine municipal de novembre 2008 à Versailles, il écrit « On va célébrer en grande pompe, on va commémorer l'armistice du 11 novembre 1918 qui a été signé à Versailles. » Bon, il y a beaucoup de gens, je leur raconte, ça les choque pas vraiment. Alors ils doivent confondre avec la proclamation dans la Galerie des Glaces de l'Empire allemand en 1871, ou bien avec le traité de Versailles du 28 juin 1919. Non, l'armistice de 1918 a été signé à Retonde, dans la clairière de Retonde, dans un wagon, en pleine forêt de Compiègne, et il a été réutilisé en juin 1940, vous le savez, par Hitler, qui a bien voulu marquer son territoire, si je puis dire, et il s'est mis même à sautiller, à danser devant le wagon, et voilà. Bon, c'est quand même affligeant tout ça. Il n'a jamais fait de rectificatif dans le magazine. C'est pas mal. Quelques questions d'auditeurs rapidement. Oui. Un auditeur dit, c'est Gilles, donc si je comprends bien, la gauche n'est absolument pour rien dans la mort de l'histoire-géographie. Seuls Châtel et Sarkozy sont coupables. Oui, alors il y a des gens qui s'indignent, mais vous n'accusez... D'abord, je viens de parler de Cécile Duflot, hein. Et puis, Bayrou, où est-il? Il a fait voter Hollande, je crois. Les autres, vous savez, Monsieur Sarkozy, il avait nommé beaucoup de gens de gauche un peu partout, et ça ne le gênait pas de nommer des gens dits de gauche dans des postes éminents au ministère de l'Éducation nationale. Tenez, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Duvois. Il est aujourd'hui directeur du cabinet de Monsieur Payon, c'est très important.
Eh ben, figurez-vous qu'il a été secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale du temps de Sarkozy. C'est lui qui a précédé Jean Marimbert. Et quand il a quitté le secrétariat général, c'est Nicolas Sarkozy qui en a fait un conseiller maître à la Cour des comptes. Il n'avait pas eu la Cour des comptes à sa sortie de l'ENA, il était sorti dans un trop mauvais rang. Mais ce sont tous les mêmes. Mais ça ne gênait pas du tout, M. Sarkozy. Comme ça ne gêne pas du tout M. Hollande de prendre des fonctionnaires qui auraient été marqués avec la droite. Pour ces gens-là, il n'y a pas de droite ni de gauche. Il y a des carrières, des vies matérielles, des décorations extrêmement lourdes. Enfin, tous les recteurs, les 30 recteurs, sont des véritables roitelets avec, bien sûr, cabinets, souvent peuplés de jeunes femmes accortes, voitures de fonction, chauffeurs de fonction, mais aussi hôtels particuliers de fonction pour certains, et également jardiniers de fonction, cuisiniers de fonction. Ah non, tout ça, c'est un monde... Ils sont quoi? Ils sont 20 ou 30 au maximum qui forment cette espèce d'establishment. Il ne faut pas dire ça sur Radio Courtoisie. Alors on prendra d'autres mots étrangers de l'établissement. Oui, l'établissement ou la nomenclatura ou la camarilla de l'éducation nationale. Mais ils ont besoin quand même d'une vie, vivre à leur aise pour pouvoir réfléchir, par exemple, au déficit des comptes publics. C'est pour ça qu'on leur donne ces gros moyens, non? Ah bah, oui, vous savez, je vois, non, mais il faut aussi, ce qui est très agréable, c'est de voir entre gens des différents establishments ou établissements. Par exemple, il y a les réceptions à la préfecture. Alors là, on sera avec le préfet, qui peut être aussi préfet de région, il y a le procureur général, il y a le trésorier payeur général, et il y a l'évêque, qui est souvent porteur aussi d'une légion d'honneur. On est entre gens du même monde, autour des bons gâteaux et du champagne. Question d'auditeur. Est-ce bien M. Pétré Grenouillot qui a fait une thèse sur l'esclavage en Occident et dont les principaux responsables étaient les Africains et les potentats africains? Oui, c'est le même. Vous savez, M. Pétré Grenouillot a fait des recherches. D'ailleurs, il n'était pas le premier à nous expliquer que l'esclavage n'était pas seulement le fait des Européens en Afrique, que les Africains s'esclavagisaient eux-mêmes. Hein. Est-ce que vous êtes choqué ou pas surpris d'aller dédicacer le samedi 15 septembre à la librairie Notre-Dame de France, rue Monge, qui vend des ouvrages de Bardèche? Mais j'ai un de mes meilleurs amis qui est juif. C'est lui qui me prête, il est professeur d'université, de lettres classiques, et il me prête tous les ouvrages de Maurice Bardèche, Balzac romancier, Stendhal romancier, Proust romancier. Il a écrit également un bon Céline, il a écrit un Léon Blois, et puis voilà, non. Et puis alors Maurice Bardèche, il est vendu partout, il était à la bibliothèque de l'École normale supérieure. Est-ce que c'est une raison pour que je ne fréquente plus la bibliothèque de l'école dont je suis issu? Autre reproche encore sur le fait que vous en preniez qu'à Nicolas Sarkozy, mais je crois surtout aussi c'est non, oh là là, c'est pas le cas, mais on pouvait espérer mieux. Pourquoi ils sont inconditionnels de ce monsieur-là? Enfin, on a eu des présidents plus cultivés que lui quand même. Hein. Voilà. Disons qu'on peut lui reprocher, lui qui a fait espérer en 2007 qu'il y aurait une politique de droite, on pouvait espérer que l'histoire et la géographie ne soient pas sacrifiées comme elles le furent pendant les 5 années, au même titre que les autres présidents l'avaient fait précédemment. Il s'est jamais prononcé en 2007 sur ces sujets-là. Il a été très influencé pendant son septennat par un homme, paix à son âme, Richard Descoings, qui était franchement marqué à gauche et qui voulait se battre contre l'élitisme, les vieux lycées poussiéreux, lui-même ayant fait ses études à Montaigne, Louis-le-Grand et Henri IV. Une auditrice, c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle dit: quel dommage, monsieur l'inspecteur régional, de vous être ainsi égaré dans la hiérarchie. Vous devriez être un professeur admirable. Vous deviez être, un professeur admirable. Quel gâchis, si j'ose me permettre. Et qu'est-ce qui vous a poussé, cet inspecteur régional? Où est le gâchis? Vous avez pas vu j'ai postulé quand j'avais 38 ans. Mais vous avez pas vu que tout ce que vous nous dites aujourd'hui, vous n'avez pas vu que ça... Ah non, j'ai inspecté au moins 1000 professeurs. J'espère leur avoir rendu des services. Je leur ai fourni beaucoup de documentation. C'est un rôle très important. Il faut que les professeurs soient inspectés. Et d'ailleurs, que voulez-vous, c'est pas ma faute. Si Nicolas Sarkozy et Luc Châtel ont voulu supprimer l'inspection, très exactement. Ils ont voulu que les professeurs, et ils ont sorti là un décret, Monsieur Fillon, Monsieur Châtel, Monsieur Guéant, Madame Pécresse, le 7 mai,
en période de gestion des affaires courantes. Un décret selon lequel, dorénavant, les professeurs seraient évalués tous les 3 ans à l'issue d'une auto-évaluation, une évaluation de chaque professeur par lui-même, ensuite confronté dans un entretien professionnel avec son chef d'établissement, qui peut être un ancien pour un professeur d'histoire-géographie, peut donc rencontrer un ancien prof de maths, de physique, d'éducation physique, ou même un conseiller principal d'éducation. Il y en a qui deviennent principaux ou proviseurs. Et à l'issue de cet entretien, le professeur serait noté pour ses qualités pédagogiques. Il y a eu une protestation unanime des professeurs, tous les syndicats, pas seulement le SNES, mais le SNAL, que tout le monde, ce ne sont pas les inspecteurs comme moi qui ont protesté. Ils voulaient être à nouveau inspectés par des inspecteurs de leur discipline. C'est quand même pas la gauche qui a pensé à ça. C'est M. Châtel et c'est M. Sarkozy et c'est M. Fillon. Châtel, Fillon, je prends pas parti, puisqu'il paraît que si Jean-François Copé était élu président de l'UMP, il prendrait comme vice-président M. Châtel, qui est inculte et insignifiant, enfin. Oui. Je crois, enfin. Oui, voilà. Qui a vécu un drame, mais ça n'explique pas tout. Du retour de l'histoire et de la géographie en terminale scientifique en 2013, voilà, ça c'est l'orientation. C'est la deuxième partie, la dernière partie de votre ouvrage. C'est celle qui m'a laissé le plus dubitatif. Bon, alors le retour de l'histoire et de la géographie en terminale scientifique en 2013, bon, ça c'est une exigence, il faut y revenir. Et vous indiquez, alors là de manière surprenante, qu'en géographie, il y a aussi des choses incroyables. Par exemple, il y a des pays qui passent à la trappe. Oui, alors. Pour les élèves de S cette année, ils n'auront pas étudié, même s'ils prennent l'option en terminale scientifique, ils n'auront vu ni l'histoire de la France depuis 50 ans, ni, comme auparavant, la montée de l'islamisme depuis les années 70, comme fait majeur sous ses différentes formes, c'était très bien formulé, et c'est bien l'islamisme. Bon, ça a disparu. Mais en géographie, ils ont fait disparaître également les États-Unis, le Japon et la Chine. Dans l'ordre économique, les États-Unis, la Chine et le Japon n'auront plus été étudiés au lycée par les élèves de séries scientifiques. Ils auront continué à l'être par les élèves des séries technologiques et des séries professionnelles, ce qui est d'ailleurs très bien. Oui, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Mais il faut combattre. C'est de rendre les petits matheux Non, il faut pourchasser la filière élitiste. Mais enfin, moi j'ai rien contre les élites. Je sais bien parfois ici, il y en a qui s'expriment contre les élites, mais il faut reprendre le sens originel du mot élite, ce sont les meilleurs. Bon, qu'est-ce qu'on y peut ? Il y a dans les classes des élèves qui sont plus doués, plus travailleurs que d'autres. Alors on veut cela les désavantager. Mais alors ces cours supprimés sont remplacés par quelle matière alors ? Comme on ne fait plus, on a voulu condenser sur seconde première ce qu'on faisait avant seconde première terminale. Donc pour les élèves de séries scientifiques qui n'ont plus d'histoire-géographie en terminale, il y a ces sujets-là qui ont disparu. Et d'autres, mais là j'ai pris les plus importants. Est-ce que je suis clair? Oui, mais c'est les sujets qui étaient étudiés en terminale. Oui, qui étaient étudiés auparavant en terminale scientifique. Mais en terminale scientifique, il y a une option de 2 heures. Vous me direz, mais là on peut le trouver. Non, on ne trouve pas non plus ces sujets-là. On trouve par exemple sport, mondialisation et géopolitique depuis les années 30. Formulation ridicule. Et je dois vous dire comment ça s'est fait. Les inspecteurs généraux nous ont convoqués, nous les inspecteurs régionaux, et ils nous ont dit alors, est-ce qu'on pourrait mettre football, mondialisation et géopolitique? Il y a les inspecteurs régionaux qui ont dit non, nous on joue au rugby. Alors on voudrait du rugby au lieu du football. À ce moment-là, des inspectrices ont dit ce sont des sports masculins, on veut des sports féminins. Alors, synchronisée. C'est extraordinaire. Alors ils ont abouti à sport tout court. C'est comme ça que s'élaborent les programmes à haut niveau. Seulement, il faut voir comment sont nommés les inspecteurs généraux. Et là, il y a quelque chose qu'il faut immédiatement abroger. C'est une loi Mitterrand-Mauroy, complétée par un décret Rocard, qui fait que un inspecteur général sur 5 est nommé en Conseil des ministres, et donc tous les ministres valident, à la seule condition d'avoir 45 ans accomplis, quel que soit son passé professionnel, même s'il n'a jamais enseigné, et même si son bagage disciplinaire, sera universitaire, plus exactement, se rapproche de 0. C'est le cas d'une députée, on va dire une députée du MP. Alors on va donner son nom, on va être charitable. On va être charitable. On va donner. Oui. Alors elle est inspectrice générale et elle est inspectrice générale. Elle n'a jamais enseigné.
Elle a écrit sur sa notice du Ouzou, rédigée sur l'honneur, qu'elle est docteur en histoire, mais elle ne l'a pas confirmé dans un droit de réponse sur Internet. J'aimerais qu'elle nous dise si oui ou non elle est docteur en histoire. Moi, il y a 1 an et demi, elle m'a dit qu'elle ne l'était pas. Je lui ai dit, je l'ai vue sur le Ouzou, elle était gênée. Moi, ce que j'ai inscrit dans ma notice du Ouzou est vrai de part en part. Hein. Oui, finalement, vous n'êtes pas dans le Ouzou. Non, je ne suis pas dans le Ouzou. Donc, à l'écoute de tout ce que vous venez de dire, on s'aperçoit finalement que ce sont les enfants qui en pâtissent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, parents d'élèves? Leur faire lire d'autres ouvrages, reprendre des vieux ouvrages? Ah oui, il y a des vieux manuels qui sont merveilleux, mais ce que je dis à la fin du livre, c'est que ces disciplines, comme d'ailleurs toutes les autres, elles sont exigeantes. Les élèves doivent apprendre. En histoire, en géographie, rien ne se devine. Rien ne se déduit finalement. Tout s'apprend et s'apprend par cœur. Est-ce qu'il y a des ouvrages de substitution que l'on pourrait donner aux élèves? Alors, je vais vous montrer ici. Mais non, quand même, il est un petit peu daté peut-être. Oui, il est un petit peu daté. Parce que Laurent Wetzel nous a apporté un ouvrage de 1935. On apprend quand même que les Gaulois se protégeaient de porcs sauvages très grands et souvent très méchants. Oui, ce qui est amusant parce qu'il est écrit par Léon Brossolette, inspecteur d'enseignement primaire, qui était le père du résistant Pierre Brossolette, et Marianne Ozouf, agrégé d'histoire, et il est écrit à la fin, dans la table des matières, la France possède dans les pays lointains de vastes territoires, ce sont ses colonies, l'exposition coloniale de Vincennes, il y avait, etc., et on parle des magnifiques réalisations. Et à propos de Pasteur, de nos jours, la France s'est montrée grande par ses savants, par le travail qu'elle fait chez elle ou dans ses colonies. Je ne dis pas qu'il faut dire ça aujourd'hui. Hein. Je demande quel livre aujourd'hui on pourrait faire lire. Alors aujourd'hui, il y a un merveilleux manuel d'histoire du médiéval, le Moyen-Âge, à partir de l'an 1000, quand le Moyen-Âge, à partir de l'an 1000, c'était le programme de la 4e. C'est ce que j'avais ici, à côté au lycée Claude Bernard. Il est de Jacques Le Goff aux éditions Bordas. Il est à peu près introuvable, on devrait le rééditer. Et puis, Philippe Nemo, notre ami, Philippe Nemo, qui passe sur Radio Courtoisie, a publié, juste avant les vacances, un très très bon livre, conforme au programme CE2, CM1, CM2 2008 de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Alors là, c'est un manuel merveilleusement frais, qui est aussi un manuel du maître et pourquoi pas un manuel des adultes en France. Voilà, Philippe Nemo, bien sûr. Sur Radio Courtoisie aussi, les meilleurs sur Radio Courtoisie, les meilleurs. Ils ont fait l'histoire géo, François Bourrin, éditeur. Il y a quand même 2 petits chapitres que vous consacrez pour s'en sortir, parce que ça se conclut bien évidemment sur toute une série de propositions, parce que tout n'est pas perdu, comme vous le dites, tout n'est pas perdu. Alors, ça m'a laissé dubitatif, il faut rendre la parole aux professeurs. Moi, je veux dire que quand je vois certains professeurs, notamment ceux qui manifestent derrière les banderoles syndicales, je leur rendre la parole quand on les envoie érupter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis souvenons-nous de Victor Duruy. Alors moi, Victor Duruy, pour moi, c'est le nom d'un lycée. Ah oui, alors ceux qui lisent les 10 pages que j'ai tirées des souvenirs de Victor Duruy, c'est très bien. Vraiment, vous voyez, vous dites non, mais c'est vrai, je réponds la personne qui a dactylographié le livre, une jeune étudiante, enfin c'est un enthousiasme pour cette personne. On dit mais pourquoi n'y a-t-il plus de Victor Duruy aujourd'hui? Alors, tout est extraordinaire chez cet homme qui est très sérieux. Mais écoutez, précisément, il a été notre plus grand ministre de l'instruction publique sous Napoléon III, qui en l'occurrence a été un despote éclairé, comme pour le choix d'Haussmann. Il a été ministre de 63 à 69. C'est lui qui a le plus fait pour l'enseignement en France, tout court, hein, l'enseignement de l'histoire-géographie en particulier. Il a conseillé ensuite Jules Ferry. Il avait déjà introduit l'enseignement gratuit. Et ça, on ne le sait pas. Et ben, il avait été près de 30 ans professeur dans l'enseignement secondaire. Et je peux vous dire qu'ayant été inspecteur, j'ai quand même rencontré des professeurs de l'enseignement secondaire qui font très bien, très consciencieusement, très scrupuleusement leur travail. Mais ces programmes qui changent tout le temps, qui ne veulent rien dire, ces aides ressources dont j'ai parlé, et le charabia extravagant, on n'aura pas eu le temps d'en parler. Aujourd'hui, il y a un journaliste de France Culture. Il faut vraiment le lire. Ah oui, là, il y a 10 pages, il était tellement indigné. Oh, écoutez, je retrouve... Non, mais parlez-moi du journaliste de France Culture, qu'est-ce qu'il en a dit? Ah bah, il a lu... C'est Meyer, oui. Oui, c'est Philippe Meyer, que je ne connais pas. Hein. Il a seulement lu à propos de la géographie pour la classe de 5e. Voilà ce qu'on dit aux professeurs pour pouvoir être qualifié de repère
en italique. Le lieu doit faire sens, il devient repère en devenant opératoire, le repère est repère car il produit du sens, etc., etc. Mais ça, bon... Guillaume, faites pas semblant de pas comprendre. Oui, ça a indigné Philippe Meyer, mais alors, il y en a comme ça des... On pourrait faire une émission entière, mais il faut lire, ils ont tué l'histoire géo aux éditions François Bourin, éditeur, et rendre la parole au professeur. Oui, il y a beaucoup de professeurs. Il y a beaucoup de professeurs qui sont bons professeurs. Comme je l'ai écrit, le poisson pourri par la tête. Peut-être ai-je contribué à commencer à décapiter. Je crois que les professeurs, ils ont besoin d'être bien encadrés. Et ils me disaient tous, mais comment peut-on recevoir de telles instructions? Ils ont besoin de bons inspecteurs généraux, d'une bonne direction au ministère. Ils ont besoin de bons manuels. Et alors beaucoup se remettraient très bien au travail. Mais je vous assure, il y a beaucoup à trouver aussi chez les professeurs, heureusement. Vous savez, ce n'est pas pour rien si la France reste quand même un pays dans lequel il y a de bons ingénieurs, de bons financiers, etc. Il y a des professeurs, et j'insiste aussi, des chefs d'établissement qui font très bien leur travail. Des chefs d'établissement qui sont mobilisés de 7 à 20h30, qui restent 6 jours sur 7 dans l'établissement, où ils ont d'ailleurs leur domicile, et ils ont affaire à des situations très difficiles dans des manifestations de lycéens que j'ai connus. Vous savez, au moins il y en a eu au moment de la retraite, ça les concernait directement. Il y en a qui ont reçu des pierres dans la tête. Et je me rappelle que certains étaient soutenus, certains de ces élèves lycéens qui envoyaient des têtes sur la tête des proviseurs étaient soutenus par une professeure agrégée d'histoire. Est-ce que on dit ça aussi, on entend tout le temps maintenant, on dit l'histoire elle est morte. L'histoire, elle est morte. L'histoire de France, elle est morte. C'est fini. On ne l'apprendra plus. Ce sera quelques élites qui la connaîtront un peu. Mais c'est mort. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous dites, vous, les Français sont toujours passionnés par l'histoire. Dans les années 60, rappelez-vous, la caméra explore le temps. Tout le monde regardait ça. Ensuite, Alain Decaux raconte. Et regardez comment Max Gallo vend ses livres, les biographies en France. Je parlais à un neveu allemand, il me disait qu'il n'y avait pas autant de livres d'histoire dans les librairies. Il y en a dans toutes les librairies françaises. On a d'ailleurs une bonne école d'universitaires français. Non, c'est cette... bon, je le répète. Il y a des forums historiques sur Internet qui sont souvent... passionnants parce que... Et Guillaume pourrait nous faire une émission sur les forums historiques sur Internet. La petite histoire, souvent axé sur les destins individuels. Oui, on va y réfléchir. Oui. Les passionnés de Marie-Antoinette, de Napoléon, de tous les grands personnages. Et alors autour de ça, tous les personnages secondaires, ils vous déterrent des tas d'événements et de faits. J'ai une journaliste m'a rencontré, je peux pas la nommer, mais chef de service dans une grande radio. Elle avait dévoré mon livre, elle l'avait annoté partout. Elle me dit, j'ai emmené ma fille visiter le château de Versailles. Vous ne pourriez pas lui faire un cours sur les raisons pour lesquelles on a guillotiné Marie-Antoinette parce qu'elle comprend pas pourquoi. Ah, on est nombreux à pas comprendre. Alors, émission passionnante, invité très très intéressant. Bravo pour votre invitation de Laurent Wetzel, discours clair. Bon, ce sont que des éloges. Bravo, vous avez gagné votre oral, vous l'avez passé, vous l'avez gagné haut la main. Où peut-on se procurer le livre de Monsieur Wetzel? Dans toutes les librairies, hein? Et sinon, on le commande, mais dans toutes les librairies. Ils ont tué l'histoire géo aux éditions François Bourin. Et puis, dernière chose aussi, une auditrice qui dit, il faut signaler le livre d'histoire dirigé par Philippe Conrad, qui donne une chronologie tout à fait remarquable. Voilà. Vous êtes d'accord? Oui, dont on a parlé longuement sur Radio Courtoisie, au Journal des Scouts, dimanche matin. Voilà, eh bien Laurent, merci beaucoup.